Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bilan lecture, celui du mois de mars. Je vais vous présenter 11 livres, donc j'espère que ce ne sera pas trop long. Beaucoup de romans contemporains, un classique, un polar et 2 autobiographies. Vous verrez que certains thèmes reviennent pas mal, mais c'est une coïncidence absolue. Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est parti. Un livre qui connaît un grand succès en ce moment, c'est Les fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy. Alors nous sommes sur une île quasiment déserte de l'Antarctique et une femme s'échoue. Un homme qui vit avec ses 3 enfants s'occupe d'elle, la sauve, et ce sont les seuls habitants de cette île. En dehors de leur vie quotidienne, cette famille veille sur une réserve de graines, des graines du monde entier. Car avec le réchauffement climatique, les feux, la montée des eaux, les humains cherchent à préserver leur avenir via ces graines sécurisées. Et cette noble tâche incombe à ce père sur cette île. Au-delà de ça, il y a une nature absolument fascinante et violente sur l'île de Shearwater, mais aussi beaucoup de mystères. Notamment, pourquoi cette femme qui s'est échouée sur l'île, pourquoi essayait-elle de la rejoindre? Et puis aussi, pourquoi n'y a-t-il aucun scientifique sur l'île, puisqu'il y avait une base et qu'ils étaient censés travailler sur la réserve de graines? Au fil des pages, nous assistons au développement de relations humaines, mais nous découvrons également nombre de révélations. Et j'ai plutôt bien aimé, sans que ce soit un coup de cœur non plus pour ma part, mais le livre, je dois le reconnaître, se lit plutôt bien. Pour rester dans une nature froide et hostile, j'ai découvert un très beau petit roman paru récemment, L'enfant du vent des Féroé d'Aurélien Gauthéry. Le livre est divisé en nombreux petits chapitres avec, pareil, de nombreux points de vue. Des points de vue de personnes, mais aussi d'objets, du vent, du village aussi des Féroé où se tient cette histoire. Le roman fait beaucoup penser à celui de Clara Dupont-Moreau, S'adapter, que j'avais d'ailleurs aussi beaucoup apprécié, dans le sens où nous assistons à la courte vie d'Anna, un petit bébé très fragile qui n'a pas longtemps à vivre, et tout l'amour que lui voue son père. Il y a aussi la mère, qui est une figure particulière et malade. C'est avec une plume fine, non sans poésie, avec amour, que l'auteur narre cette histoire sans oublier la nature rude, les vents, la mer de cette contrée lointaine. C'est un véritable petit bijou, très touchant, que je recommande. J'ai lu un livre paru tout récemment, Les chemins de Joseph d'Anne Guglielmetti. Donc nous sommes dans un petit village de Normandie, avec 3 saisons, été, automne, hiver, et 3 personnages. Alors tout d'abord, il y a Wassim, médecin du village, palliant au désert médical. Il a même fui Istanbul il y a 7 ans, puisqu'il est kurde. Il y a aussi Joseph, un petit enfant de 7 ans, qui est harcelé à l'école, qui est assez curieux, un tempérament assez curieux, et qui vit chez sa mémé. Et puis il y a Constance, qui vient de redébarquer chez la mémé en toute urgence, une urgence médicale alors qu'elle vivait à Paris. Elle passe pour la sœur de Joseph, même aux yeux de ce dernier, mais il s'avère en fait qu'elle est sa mère. On passe du point de vue de l'un aux autres personnages, de ces 3 personnages, et puis on va dans le passé, on revient au présent, et quand arrive le printemps, les choses auront sans doute un peu changé. Le roman se lit très bien et plutôt très bien écrit, bien que je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Je le conseillerais à celles et ceux qui aiment les histoires plutôt calmes, de famille, voire d'amitié. Donc voilà, je n'ai pas été complètement conquise, mais à chacun de se faire son avis. Après qu'on m'ait beaucoup parlé de ce roman en commentaire, j'ai enfin lu La tristesse des éléphants de Jodi Picoult. Et c'est un livre qui se lit très bien, qui est prenant, il y a beaucoup de suspense, et on trouve une quantité assez incroyable d'informations sur les éléphants.
L'autrice a fait de grandes recherches sur les pachydermes et vraiment on retrouve des informations tout au long du récit. Le récit justement concerne un drame. Dans une réserve américaine de protection d'éléphants, on retrouve une femme morte piétinée par des éléphants et à côté d'elle une autre femme, Alice, évanouie avec une blessure importante à la tête. Celle-ci est hospitalisée, mais au moment où elle se réveille, elle disparaît. Son mari, Thomas, est interné dans une structure psychiatrique. C'était le patron de la réserve, mais il va vraiment très très mal. Virgile, l'enquêteur sur les lieux, va classer cette affaire comme accident et ne va donc pas pousser les recherches pour trouver Alice. Sauf qu'Alice et Thomas avaient une toute petite fille, Jenna, qui des années plus tard, vers ses 14 ans, va tout faire pour retrouver sa mère. Et c'est cette intrigue qui nous intéresse. C'est auprès de Virgile, mais aussi de Serenity, une voyante, qu'elle va pousser l'enquête. Une enquête qui révélera bien des surprises on ne peut plus inattendues. Nous enchaînons les chapitres sous le point de vue des divers personnages, donc Jenna, Virgile, Serenity, mais même aussi Alice. Je préciserai quand même qu'il faut rester très ouvert d'esprit avec ce roman, notamment avec tout ce qui concerne la voyance, et c'est vraiment crucial. Mais c'était une plutôt bonne lecture, à la fin émouvante, et je comprends les nombreux avis positifs concernant ce livre. Il est très accessible et étonnant. Sur les recommandations de Flowfly, dont j'apprécie beaucoup la chaîne Booktube, j'ai lu Blackouts de Justin Torres. C'est une œuvre mêlant fiction et éléments réels et qui m'a vivement intéressée. Nous suivons un jeune homosexuel américain qui est parti rejoindre un vieil homme alité, mourant, dans un désert, dans un lieu appelé le Palais. Les deux s'étaient rencontrés dans un hôpital psychiatrique il y a longtemps et nous assistons à leurs échanges. Ces échanges sont composés de récits de bouts de vie de chacun, tous deux homosexuels, mais aussi d'imaginaire. Et j'ai noté particulièrement la façon qu'ils avaient d'imaginer des scénarios de films, par exemple. La particularité de ce livre est sa structure. Il y a des photos, il y a des impressions de texte, il y a des images, le tout est fractionné, des bouts de texte qui je trouve conviennent parfaitement à une idée de fragmentation de la vie. Et bien sûr, c'est un livre centré sur l'homosexualité, autour de personnes vivant une sexualité assez crûment, parfois rémunérée. Mais il y a un autre point important, comme je disais, le mélange au réel. Des extraits d'un réel essai documentaire sur l'homosexualité nous révèlent aussi la dure histoire des homosexuels face à la médecine et la psychiatrie. Et encore une fois, c'est avec ces petits bouts, ces petits fragments d'extraits de ce texte réel qu'on peut se faire une idée. Et il y a un autre personnage central, Jan Grey, une lesbienne qui a réellement existé et qui est centrale dans le livre. C'est un roman atypique, donc riche et intéressant par sa structure et son style, et je ne regrette vraiment pas cette lecture. Ayant été bouleversée par le démon de la colline aux loups, j'ai lu Mouette de Dimitri Rochon-Bory, son tout dernier roman. Plongé dans les boyaux tortueux d'une caverne, nous suivons l'avancée de Lester à la vie, à la mort. Il se fraye un chemin dans les parois, il est un minimum équipé, mais il se demande vraiment ce qu'il fait là. Il n'a aucun souvenir de comment il a pu se retrouver là. Dans une langue magnifique, l'auteur nous met dans ce boyau où les souvenirs s'effacent et le but disparaît. L'homme rencontre d'autres hommes sous terre, absolument atroces, et une femme, divine, Mouette. C'est sombre, c'est terreux, plein de bile, mais pourtant poétique aussi. J'ai retrouvé chez l'auteur sa façon de poser de la beauté, de l'amour, toujours pur, dans les plus sombres crasses. L'excentricité du cadre, absolument incompréhensible, nous devient plus claire avec les révélations finales que bien sûr je ne révélerai pas. J'ai apprécié ce roman, vraiment, le style aussi,
Mais par contre, je préfère prévenir, c'est dur, vraiment très dur. Alors je vais vous présenter un nouveau livre, mais que j'ai en fait lu en février, mais à cause d'un problème technique, il n'avait pas pu apparaître dans la précédente vidéo. C'est une nouveauté parue dans la collection Ma nuit au musée de chez Stock, donc là où les écrivains passent une nuit dans le musée de leur choix et écrivent un livre là-dessus. Et celui-ci, c'est L'Imparfait de Éric Reinhardt, qui a choisi de passer une nuit dans la Galleria Borghese de Rome, un choix lié à une statue bien particulière, l'Hermaphrodite. Non seulement l'auteur nous écrit sur cette expérience forte face à cette statue fascinante, troublante, mais il entremêle deux récits, sa nuit au musée et une histoire fictive où nous retrouvons trois personnages, Bruno, Emmanuel et surtout Gloria, dans une histoire d'amour et d'amitié. Les récits s'enchâssent au départ de manière un peu surprenante, mais pour au final créer un effet très appréciable. Et j'ai aimé la plume de l'auteur, son esprit humble, simple et aussi humoristique par moments. Le roman se lit relativement vite, mais j'ai été comblée par ce voyage dans l'histoire, par ce lien avec l'intersexualité aussi, sans jamais mettre de côté la sensibilité, la profondeur de l'âme humaine. Et justement, en février, j'avais pu rencontrer l'auteur pour un interview autour de ce livre-ci, et j'avais été absolument charmée par sa façon de nous raconter son expérience, mais aussi de nous narrer des mythes d'Ovide ou de nous parler d'œuvres d'art italiennes. Donc une lecture absolument très plaisante que je vous conseille. La chaîne Booktube Circé, Satire et compagnie, que j'apprécie, a chaudement recommandé un texte du IIe siècle imprégné par l'Antiquité grecque et romaine, c'est Daphnis et Chloé de Longus. C'est une histoire d'amour, de pureté, pastorale, avec des mésaventures. Je n'ai pas toujours été extrêmement attentive à l'histoire, qui s'enchaîne très rapidement, mais j'ai énormément apprécié l'écriture et le thème. Je me délectais d'un récit qui rappelle les mythes grecs. La vidéo de Circé, Satire et compagnie en parle bien mieux que moi, et je vais la mettre en barre d'infos pour que vous puissiez la visionner si vous le souhaitez. En tout cas, c'était une lecture assez rapide, mais très agréable. Quel plaisir, et ça faisait longtemps, de lire un très bon polar. J'ai lu Les Invisibles de R.J. Ellory, qui est sorti tout début mars. Nous sommes auprès de Rachel aux États-Unis et nous allons être embarqués dans une série de sombres meurtres, de serial killers. Ça commence en 1975, mais malgré la mort des tueurs à chaque fois, les crimes, les meurtres se répètent tous les 5 ans. Il y a un fil commun, la Divine Comédie de Dante et un vil organisateur derrière ces carnages répétés. Rachel va évoluer dans le métier, mais ce cas va être l'obnubilation de sa vie. Elle a un proche aussi, un journaliste d'investigation, avec qui elle va se pencher tout du long sur l'affaire. Au-delà du suspense, ce que j'ai apprécié, c'est la finesse avec laquelle Ellory écrit et le réalisme humain de ses personnages. J'ai été happée, j'ai passé un très bon moment de lecture et donc il ne me reste plus qu'à vous le recommander. Je me suis laissée tenter par le récit autobiographique de la psychologue québécoise Nathalie Platt. Mourir de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux. Dans ce court livre à la première personne, l'autrice retrace son expérience en tant que psychologue, mais elle revient surtout sur son premier amour dont elle ne s'est jamais vraiment remise, un homme psychotique. On entre dans une intimité touchante et j'ai apprécié que le fou devienne sujet d'un amour aussi beau, aussi profond. C'est rare. L'autrice écrit avec simplicité, mais non sans une certaine poésie aussi. Et j'ai vraiment été touchée par ce petit livre d'amour, de perte aussi et de psychologie. J'ai lu l'autobiographie d'un écrivain-poète dont je ne connais pourtant pas bien l'œuvre, mais ça ne saurait tarder, Un jardin pour mémoire de Jacques Lacarrière.
Ce n'est pas une autobiographie typique. L'auteur revient surtout sur la libération de la ville d'Orléans en 1945, alors qu'il était ado et qu'il aidait à dégager les cadavres et les rescapés des ruines des bombardements. Il revient sur ces jours cruciaux de l'histoire de la ville, mais aussi sur des paysages de son enfance et son lien aux arbres notamment. Globalement, ce livre est ponctué de références théologiques, chrétiennes, grecques, mais aussi des réflexions sur notre espèce et notre évolution. Tout ceci en fait un récit riche, original, prenant, intéressant, et qui me donne envie donc d'explorer d'autres publications de cet auteur. Et voilà pour ces 10 livres, plus un du mois précédent. Toutes ces lectures ne m'ont pas forcément convaincue, mais il y en a quand même quelques-unes qui méritent qu'on s'y intéresse, je pense. J'espère que vous aurez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouvelles découvertes livresques. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt!